Bien, alors bonjour à tous, merci d'être venus. C'est vraiment très gentil d'avoir fait le déplacement en cette période où les partiels et autres se cumulent avec les charges diverses. Donc j'ai le très grand plaisir de vous présenter Joseph Cohen, que non pas moi, mais l'UFR de philosophie de Sorbonne Université invite dans le cadre de l'échange Erasmus qui unit notre université avec University College Dublin. Et donc, Joseph vient passer une semaine. On va faire une série de 4 conférences sur le thème du sacrifice dans une modalité qu'il va vous détailler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est donc la séance introductive qui est un tout petit peu plus courte que les 3 suivantes. Et voilà, donc quelques mots sur Joseph Cohen. Joseph Cohen est depuis 15 ans enseignant à University College Dublin. Il est maintenant professeur de philosophie continentale contemporaine dans un département qui occupe une place importante dans le monde anglo-saxon dans la philosophie continentale. Il a fait une thèse en France sous la co-direction de Robert Legros, c'est ça, à Oui. Caen, et de Derrida à l'EHSS. Et il a ensuite publié de nombreux ouvrages, beaucoup en français, quelques-uns en anglais aussi, dont je ne vais pas citer la totalité, des ouvrages sur Hegel, sur Heidegger également. Le dernier en date est un ouvrage coécrit avec Raphaël Zaguri-Orly, qui s'intitule L'adversaire privilégié, qui propose une lecture interne de Heidegger, mais profondément déconstructionniste sur son rapport à la judéité, aux juifs, au judaïsme. Et c'est un ouvrage très, très puissant et très, très déconcertant aussi quand on lit habituellement Heidegger. Et je vous le ferai passer d'ailleurs, si vous voulez bien, pendant la séance. Et il a également publié, je le cite à titre personnel parce que c'est un ouvrage que j'ai beaucoup utilisé, un dictionnaire, un collectif, un dictionnaire sur Husserl en anglais, qui est tout à fait vraiment très intéressant, très bien fait, et qui est très utile pour ceux qui s'intéressent à Husserl. Donc voilà, ainsi que beaucoup d'autres choses que je n'ai pas le temps de citer. Il a organisé énormément de colloques, de conférences, prochainement un colloque sur Jean-Luc Marion qui devrait voir le jour dans l'année prochaine. Et il a également beaucoup pratiqué justement ce pourquoi nous l'invitons ici, c'est-à-dire les échanges Erasmus et professorat dans des universités étrangères. Donc je ne citerai pas la liste qui est très longue, mais qui l'amène donc aujourd'hui chez nous à Sorbonne. Donc merci beaucoup Joseph, on est très heureux de t'accueillir et nous t'écoutons donc sur le thème du sacrifice. Merci beaucoup. À mon tour de remercier mon cher ami Jean-Baptiste Fournier pour cette invitation. Comme il vient de le dire, je suis très heureux vraiment de participer activement à ces échanges Erasmus, non seulement à titre de professeur, mais aussi à titre d'organisateur de ces échanges et de ces conventions au sein du département de philosophie de l'University College de Dublin. Je dois dire également que si jamais il y aurait des étudiants ou même des profs qui souhaitent venir à Dublin pour un séjour, soit d'un semestre, soit de 2 semestres, soit d'une semaine en ce qui concerne le corps professoral, eh bien ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai, que le département de philosophie à Dublin vous accueillera. Et donc voilà, si jamais il y a matière, vous pouvez toujours m'écrire et je ferai en sorte que votre séjour se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Séance introductive sur la question du sacrifice. Donc, depuis très longtemps, au moins depuis ma thèse, donc ça fait déjà un petit moment, je travaille sur la question du sacrifice. C'est-à-dire, j'entends déployer une analyse philosophico-historique du sacrifice.
puisque je vais vous proposer aujourd'hui des éléments de cette recherche qui verront, qui seront, j'espère, publiés l'année prochaine. Et je vais surtout concentrer ces 4 conférences, ces 4 séminaires sur Hegel, Heidegger, Lévinas. Ensuite, vendredi, si vous êtes toujours avec moi, je tenterai de proposer une lecture plus personnelle autour de la question du sacrifice. Donc je commencerai par des questions générales pour ensuite me concentrer aujourd'hui sur la question du sacrifice à l'intérieur, au sein même du système spéculatif de Hegel, et plus particulièrement de la phénoménologie de l'esprit, puisque c'est là que Hegel marque l'importance essentielle pour lui, et je vais définir évidemment le terme essence pour Hegel, qui a un sens très particulier, du sacrifice. Question générale, qu'en est-il de l'opération du sacrifice en philosophie ? C'est-à-dire, depuis quel lieu et au nom de quelle loi ou de quel droit l'opération, et je reviendrai sur ce terme parce que le sacrifice, c'est d'abord et avant tout une opération, l'opération du sacrifice a-t-elle œuvré et travaillé au cœur de la philosophie et de son histoire ? Quel en serait le sens et l'intention ? Alors, je tiens à marquer immédiatement que par ces questions, nous ne cherchons non pas simplement à définir le sacrifice. Évidemment, je vais tenter d'offrir tout au long de ces conférences, et même dans cette séance introductive, une certaine définition, au moins préliminaire, du sacrifice. Mais je ne tente pas uniquement de définir le sacrifice en le soumettant, par exemple, à une question philosophique traditionnelle, qu'est-ce que le sacrifice ? Ou que signifie l'essence du sacrifice ? Ou qu'appelle-t-on sacrifier, pour déjà donner une tonalité heideggerienne à ce terme, mais aussi saisir, en s'engageant dans une certaine généalogie du sacrifice. Alors, le grand absent ici, parce que j'ai dû un peu restreindre, mais le grand absent aussi, c'est la figure de Nietzsche, qui a aussi au cœur de son œuvre philosophique une pensée du sacrifice. En s'engageant dans une généalogie du sacrifice, en quoi et pourquoi l'opération du sacrifice, encore ce terme, opération du sacrifice, aura constitué un des signifiants les plus puissants de la pensée philosophique et qui, à ce titre, affecte à la fois la possibilité et l'effectivité de l'ontologie, nous le verrons certainement avec Heidegger demain, l'éthique, nous le verrons avec Lévinas jeudi, du politique, du rapport à la signification de la vérité, ça nous le verrons vraiment avec Heidegger, de l'histoire, nous le verrons aujourd'hui avec Hegel, mais aussi également avec Heidegger, de la relation complexe entre philosophie et théologie, entre philosophie et art, puisque vous savez que Heidegger définit le sacrifice dans l'origine de l'œuvre d'art comme un des 5 modes de donation de la vérité de l'être, j'y reviendrai demain, ou encore entre philosophie et ce que le même Heidegger aura nommé l'essence de la technique. Dans le cadre de ces 4 conférences, évidemment, je ne pourrais pas déployer l'ensemble de ces questions, mais je souhaite proposer néanmoins une analyse historico-philosophique de l'essence du sacrifice à partir de, et je les ai nommés, Hegel, Heidegger et Lévinas. Cette analyse, au moins préliminairement, nous permettra de tracer les contours et par là même de pénétrer au cœur de l'idée du sacrifice en philosophie. Donc, je l'ai dit au début, je commencerai par une définition préliminaire du sacrifice. Alors, nous savons tous que le sacrifice désigne d'abord et avant tout une opération. Le sacrifice, c'est une opération,
Nous l'entendons déjà, par exemple, dans le mot allemand, Opfer, le mot allemand pour sacrifice, Opfer, qui désigne à la fois le sacrifice et l'offrande, le don et la donation, mais aussi s'entend comme une œuvre, par exemple musicale, comme l'atteste la magnifique Das musikalisches Opfer de Bach. Opération donc, opérativité donc, le sacrifice marque l'opération de quoi? Eh bien, d'un certain transport. Transport, transfert. Cette opération signifie le transport et le transfert d'une élévation. Sacrum facere, c'est le faire du sacré, ce qui marque une élévation, une montée, comme cela est parfois traduit. De quoi? Du profane, de l'état profane au sacré. C'est ça le sacrifice, de monter le profane au sacré. Sacrifier, c'est pour ainsi dire élever, transporter, transférer et monter au sacré. Définition préliminaire. Or, le philosophe qui aura pensé et constitué le système de cette élévation, et donc de cette relève, et là je traduis par la traduction que Derrida offre du mot Aufhebung, de cette Aufhebung du fini à l'infini, dans son, et je cite Hegel, absoluité propre, c'est à la fin de la phénoménologie de l'esprit, qui aura en ce sens construit et élaboré un système à partir et depuis ce mouvement essentiel qui va de la finitude du phénomène à l'infinité du sens absolu, mouvement sacrificiel, c'est-à-dire de négation de la négation, j'y reviendrai, où se conjugue à la fois destruction et construction, la négation et la négation de la négation, dans l'expression de l'absoluité du sens, c'est incontestablement Hegel. Voilà, première thèse un peu massive, un peu donnée comme ça massivement, mais il faut bien commencer quelque part, comme disait Hegel justement. Et donc je commence avec cette affirmation un peu massive, à savoir que le système de cette élévation du profane au sacré, du fini à l'infini, dans son absoluté propre, pour citer Hegel, mouvement qui sera déployé à partir de ce que Hegel marque comme étant le sens et l'essence de l'Aufhebung, de la relève, eh bien, c'est une expression même du sacrifice en philosophie. Alors, petite parenthèse ici pour situer ce que je viens de dire en faisant résonner ici le mot de système. Nous le savons, le système pour Hegel ne se limite pas à l'élaboration transcendantale des conditions de possibilité de la connaissance objective, ni non plus à l'élaboration transcendantale des conditions de possibilité de l'agir moral. Autrement dit, le système pour Hegel ne se réduit pas à la connaissance théorique du phénomène, ni non plus ne se réduit-il à la liberté pratique du sujet autonome. Le système pour Hegel, c'est là la grande découverte de Hegel, on a vu, c'est d'abord et avant tout l'histoire. Le système pour Hegel, c'est d'abord et avant tout l'histoire. Or, la découverte de Hegel, là où Hegel aura pensé l'histoire à l'aune de sa systématicité philosophique, c'est précisément celle d'avoir signifié l'essence et donc le mouvement. Voilà la définition que Hegel donne de l'essence, mouvement, Wesen, qui ne signifie pas l'essence comme substrat, mais le mouvement, le Wesen, et en ce sens le devenir, comme Hegel le dit très bien dans ce petit texte introductif qui s'intitule La raison dans l'histoire, qui fait partie des grandes conférences de Hegel sur la philosophie de l'histoire, le devenir, Wesen, essence, devenir, allant de cette systématicité philosophique, eh bien, c'est précisément celle d'avoir signifié l'essence du sacrifice. Alors avant d'entrer dans ce mouvement pour définir ce que Hegel entend par cette conjonction entre sacrifice et histoire, entre sacrifice et système du sens absolu, il faut commencer par
le tout début, c'est-à-dire le projet de la réelle philosophie de Hegel, projet de la réelle philosophie qui est rédigé en 1805, alors que Hegel vient d'arriver quelques années plus tôt à Iéna. Et Hegel a une manière très particulière, d'ailleurs il reprend cette manière très particulière dans la préface, de la fameuse préface de la phénoménologie, très particulière d'ouvrir à ce qu'il nomme la réelle philosophie. Il commence par la nuit. La nuit. Et là où Hegel situe la nuit, contrairement à la phénoménologie de l'esprit, où il y va d'une critique de Schelling, de l'indifférence schellinghienne, Hegel situe la nuit dans la réelle philosophie, dans le regard de l'homme. Je vous cite le passage, c'est un passage très connu. Cette nuit, on l'aperçoit lorsqu'on regarde l'homme dans les yeux. Alors on regarde une nuit qui devient effroyable. Ici vous tombe dessus la nuit du monde. Voilà ce que Hegel dit dans ce fameux texte de 1805, la réelle philosophie, qui est un texte incomplet. Alors que signifie cette nuit ? Cette nuit, c'est pour Hegel un vide nocturne qui est indissociable, nous venons de l'entendre, de l'homme lui-même. Je recite Hegel, l'homme est cette nuit, ce néant vide et creux. Alors Hegel précise bien, Hegel procède toujours de cette manière, c'est-à-dire en triade, cette première figure de l'homme, donc la nuit, figure l'absence de toute figure. L'obscurité qui se montre, mais sans rien montrer, consumant tout dans son phénomène. C'est ça qui intéresse Hegel au départ de la réelle philosophie, ne laissant rien d'elle-même, nulle trace, nulle marque, nul signe. C'est en quelque sorte la négation absolue. Elle est, écrit Hegel, un spiel sans essence. Spiel sans essence. Un jeu sans essence. C'est-à-dire une présence qui joue sans limite à se tenir tellement à l'écart de l'essence qu'elle n'a pas ou plus d'essence, ni de loi, sauf peut-être celle-ci, d'emporter le tout du sens dans le vide et d'occulter la totalité de l'essence dans l'abîme, c'est le mot de Hegel, d'un signifiant sans signifier. Enfin, c'est le contraire absolu de la réconciliation en et pour soi-même du sens absolu. Car ce jeu, et Hegel le précise, encore dans la réelle philosophie, là je vous renvoie évidemment à Axel Honneth qui a commenté ce texte, car ce jeu, Hegel le marque, ne travaille pas encore. Il n'a pas encore d'horizon, c'est-à-dire qu'il ne présente que l'effroyable scène d'une interminable éclipse, assombrissant à la fois le monde et le regard de l'homme dans l'indifférenciation, dans l'indistinction. Hegel donne un nom à cette indifférenciation et indistinction. Il lui donne le nom de subjectivité abstraite, ou aussi de soi pur. Et quand Hegel dit pur, c'est toujours négatif. C'est soi pur, l'abstraction pure. Cette nuit absolue signifie la conscience lorsqu'elle intériorise et conserve les multiples images et impressions qu'elle reçoit sans les inscrire dans une histoire du temps, sans les inscrire dans une histoire de la représentation, les laissant donc surgir et disparaître tour à tour dans une indétermination que Hegel nomme inconsciente, sans conscience,
bewusstlos, c'est son mot, sans conscience. Ici une tête sanglante, là une figure blanche. C'est le fameux... Comme si, au fond, la conscience n'était qu'un réceptacle creux et passif d'un déploiement de formes qui se détruiraient sitôt qu'elles apparaîtraient. En somme, cette nuit, selon Hegel, c'est la conscience qui se délaisse soi-même dans l'abstraction pure, qui se perd, qui s'égare, qui s'évanouit dans la vacuité immédiate d'une indirection sans retour. Or voici la loi que Hegel marque déjà dans la réelle philosophie. Tout juste après avoir marqué le passage que je viens de vous citer, cette nuit on l'aperçoit lorsqu'on regarde l'homme dans les yeux, ici vous tombe dessus la nuit du monde, Hegel marque, tout juste après avoir écrit ce passage, marque que cette nuit, je cite, il ne faudra pas la laisser à elle-même. Voilà la loi. Il ne faudra pas la laisser à elle-même. Il faudra bien plutôt la traverser, la pénétrer, s'y enfoncer. C'est-à-dire aussi la contempler, dit Hegel, en appropriant déjà et en anticipant toujours, donc appropriant, figure de la réconciliation, anticipant, figure de la temporalité, toujours l'instant, ce que Hegel appelle l'instant dans la réelle philosophie qui deviendra le moment dans la phénoménologie de l'esprit, l'instant où la philosophie s'éveillera et ouvrira l'œil sur l'aurore d'un discours qui aura compris en soi et pour soi toutes les figures de son au-delà, toutes les formes de son obscurité et toutes les ressources de son dehors. Cette nuit, je viens de le dire, pour Hegel, la philosophie ne peut pas ne pas y aller, ne pas décider de s'y jeter et d'y être exposée, pour voir, dans l'opacité de son firmament, luire une direction, scintiller une orientation, briller ce qu'il nommera en 1830 l'unique étoile. Je cite le passage, qui est un passage très très beau, de la philosophie d'histoire. La décision de philosopher se jette purement dans la pensée, elle s'y jette comme dans un océan sans rivage, toutes les couleurs chatoyantes, tous les points d'appui ont disparu, toutes les autres lumières rassurantes se sont éteintes dans la nuit du monde. Hegel, en 1830, reprend la même expression que celle de 1805. Son seul mouvement est celui de se heurter et de s'enfoncer dans ce qui est le plus singulier et le plus autre pour elle-même. Donc à la fois son en soi et pour soi, et son dehors absolu. C'est là que brille l'unique étoile, l'étoile de l'esprit, c'est-à-dire l'étoile polaire. Première qualification de la nuit, donc, pour Hegel, la nuit est déjà doublée d'un certain pouvoir. Et Hegel joue évidemment avec le mot allemand Nacht, Macht. Nuit, pouvoir. Quel est ce pouvoir ? C'est celui de rendre l'indistinct distinct, de transformer l'indirection en direction, de suspendre l'obscurité au regard empli de lumière, d'un veilleur gardant, sauvegardant, c'est-à-dire témoignant déjà du concept. Car en cette nuit, c'est là la conclusion philosophique qu'il faut en tirer pour Hegel, car en cette nuit, quelque chose s'est tramé. Au moment de l'indistinction absolue, quelque chose déjà se trame. Une langue s'est déjà nouée et accomplie selon un schéma de l'essence comme négativité qui se vérifie et qui s'élabore sans cesse à partir de ce que Hegel nomme dans la réelle philosophie une prothèse. Donc c'est une thèse avant la thèse. Voilà la prothèse. Le concept signifié relève toujours le signifiant. Le concept signifié relève, Aufhebung,
toujours le signifiant, qui relève déjà le référent. Voilà. Ou encore, la langue ne s'accomplit, ne devient en et pour elle-même sens et essence qu'en se traversant, et en se supprimant, qu'en se suspendant et en se niant, en vue du concept depuis lequel elle est toujours déjà signifiée. Comme si la langue ne pouvait s'approprier qu'en s'enfonçant toujours dans ce qui l'induit, c'est-à-dire au bout de sa propre négativité, ou au fond de sa défondation, jusqu'à ce que son déracinement achève son essence enracinante et que sa déclosion parachève son éclosion. Sans ce débord de la langue se relevant, se supprimant, s'élaborant, se détruisant, se construisant, se détruisant, la langue ne serait tout simplement pas la langue. Elle demeurerait, écrit Hegel, naturelle, c'est-à-dire finie, particulière, abstraite, déterminée, pure, dans les limites closes et immédiates de sa totalité formelle. Elle serait alors infiniment éloignée, infiniment distanciée, séparée de ce qui en elle se conçoit et se saisit, se prend et se comprend, s'élève et se relève. Elle se réduirait à un point, si pur qu'elle ne resterait auprès de soi qu'en s'entêtant à renoncer à tout et au tout. Ainsi, fixée au sol natal, comme Hegel le dit très bien dans la réelle philosophie, et figée dans la naturalité, la langue naturelle, dit Hegel, n'incarne aucune impulsion qui puisse ouvrir au sens et assurer l'essence d'une histoire. Tout est dirigé vers la question d'histoire. Elle demeure encore incapable, dit Hegel, de s'élever à ce qu'elle aurait dû être. Et donc cette langue chute. Pour Hegel. C'est la langue de l'abstraction. C'est la langue de l'entendement, pour Hegel. Déchoit, s'abîme. En vérité, cette langue ne plane que sur la mort. Cette langue ne plane que sur la mort. Parenthèse, puisque Jean-Baptiste Fournier a eu la gentillesse de mentionner ce texte sur Heidegger et les Juifs, eh bien, pour Hegel, qui a aussi une interprétation du judaïsme dans les écrits de Francfort, donc les écrits qui précèdent les écrits de d'Iéna, les écrits de Francfort qui vont de 1797 à 1800, eh bien, pour Hegel, cette langue qui ne plane que sur la mort, c'est le judaïsme. Pourquoi ? Parce que pour Hegel, le judaïsme œuvre à partir d'une langue clivée, une langue de la séparation, une langue de la coupure. Bon, je ferme la parenthèse sur cette question très intéressante et je vous renvoie évidemment à l'esprit du judaïsme qui est un des textes de jeunesse de Hegel. Or, tout l'effort philosophique de Hegel sera d'éveiller à elle-même la langue. Saisir en quoi et pourquoi son concept est déjà la vérité de sa naturalité immédiate. Et pour ce faire, marquera Hegel, il faut prendre en charge et en conséquence toute la théorie hegelienne du langage et au cœur de celle-ci, toute la procession de l'Aufhebung, ainsi que le travail ou ce que Hegel nomme dans la phénoménologie de l'esprit l'inquiétude du négatif. L'inquiétude du négatif. Comprendre au fond ceci, la langue naturelle porte toujours et touche déjà à sa propre mort. Vous voyez comment Hegel retourne ce sur quoi la langue naturelle plane contre elle-même. La langue naturelle porte toujours et touche déjà à sa propre mort, de même qu'il appartient à son corps de raisonner et, ce faisant, d'élever son cadavre, sa finitude, à la hauteur du concept vivant, dans le temps même de sa décomposition. Vous voyez, déjà se loge ici la question du sacrifice. Déjà la langue naturelle pour Hegel est soumise de son propre essor, de sa propre immédiateté naturelle,
est déjà soumise au déploiement et à l'engagement dans son sacrifice. Hegel a un mot très particulier pour définir ce mouvement sacrificiel au cœur de la langue naturelle. Il le nomme désir. C'est évidemment le désir qu'il reprendra dans la phénoménologie de l'esprit au chapitre 2 intitulé La conscience de soi. Le désir, pourquoi le désir ? Pourquoi le désir ? Parce que pour Hegel, le désir implique cela même qu'il nie. Le désir implique cela même qu'il nie. Non pas qu'il détruise en consommant ou en intériorisant, mais bien plutôt parce que le désir inscrit en ce qu'il nie le rapport. Le désir, c'est pour Hegel l'apparition de la relation. Que révèle le désir ? Le désir révèle ce qui, dans le rapport, se rapporte. Ce qui, dans le rapport, se rapporte, se met en relation. C'est pour ça que le désir, dans la phénoménologie de l'esprit, précède la grande dialectique du maître et de l'esclave. Afin d'illustrer cette mouvance spéculative, Hegel prend toujours l'exemple de la conscience théorique qui, dans et par le désir, et là il y a toute la critique évidemment de Kant, dans et par le désir, se réfléchit et par là même fait fléchir la contradiction de la conscience théorique. Quelle est cette contradiction ? La conscience théorique, selon Hegel, ne se constitue qu'en s'opposant, donc en se différenciant déjà, qu'en s'opposant à un étant posé là-devant, à une chose, donc, qui ne s'oppose pas, qui ne se rapporte pas et qui n'entre pas d'elle-même en relation. Ainsi, la conscience théorique, pour Hegel, il faut comprendre l'entendement. La conscience théorique ne se forme qu'à partir d'un rapport qui ne fait que s'abstraire de tout rapport, selon Hegel, en se distanciant de ce qu'elle met en rapport, en infligeant une séparation dans ce qu'elle met en rapport, et en s'éloignant donc du rapport qu'elle met elle-même en œuvre. Voilà la contradiction. Conscience théorique met en rapport, mais se distancie de ce rapport. C'est dire qu'elle fixe un rapport figé sans elle-même se rapporter à. Et inversement, sans que ce vers quoi elle est tournée ne puisse se rapporter à elle. Et donc, elle ne fait qu'entretenir une relation vide, dit Hegel, une relation vide, avec une chose morte. Elle n'institue qu'une relation consommatrice. Hegel ne dit pas relation consommatrice, c'est moi qui le dis. Relation consommatrice de simples besoins, grande distinction entre le besoin et le désir, ici qui se trace, de simples besoins qui maintient toujours la chose séparée, différenciée, altérée. Simple présence opposée dans une immédiateté extrinsèque. Mais le désir transforme le besoin, pour Hegel. Le désir transforme cette absence de rapport. Et ce, parce que, écrit Hegel, je cite Hegel, Phénoménologie de l'esprit, préface, le désir implique toujours la vie. Le désir implique toujours la vie. Implique toujours déjà la vie, ce qui signifie que le désir engage toujours le rapport comme vie. Et donc suppose en tout rapport, voilà la définition de la vie pour Hegel, une altérité qui réciproquement se rapporte. La vie pour Hegel signifie, ouvre à l'altérité qui, de par son altérité, se rapporte. Car
poursuit Hegel, toujours dans la phénoménologie de l'esprit, préface, la conscience théorique ne peut pas reconnaître qu'elle est déjà pénétrée par l'altérité de la chose et donc par l'éclosion de l'absoluité dans la chose. Autrement dit, la conscience théorique ne peut se limiter à sa limite, ne peut se limiter à sa contradiction. Elle est presque forcée par désir de reconnaître que sa contradiction est déjà diction. Bien plutôt, la conscience théorique ne peut qu'y percevoir, je cite Hegel, l'infini de la vie œuvrant en elle. C'est-à-dire ce mouvement de l'altérité. Le mouvement donc d'une altérité qui se rapporte et donc qui signifie déjà une union, une conciliation. La source et la ressource d'une, et je cite Hegel encore dans la préface, copulation où l'une et l'autre, la conscience et la chose, se maintiennent l'une en l'autre, se complétant et se réconciliant. La conscience théorique devient donc pratique. Ça, le passage de la conscience théorique à la conscience pratique. Et le tout s'élabore comme le rapport où s'anéantit en se maintenant ensemble les deux opposés de sa contradiction, à savoir la conscience théorique et la chose. C'est là que je situerai la deuxième définition du sacrifice. Donc la définition préliminaire, c'était l'élévation du fini à l'infini. La deuxième définition du sacrifice qui se trame déjà dans ce mouvement que je viens de décrire très brièvement entre conscience théorique et conscience pratique, animée par le désir, selon Hegel. La modalité de ce rapport est déjà sacrificielle, c'est-à-dire garde ce qui s'y perd. La deuxième définition du sacrifice, garder ce qui s'y perd déjà. Nous venons de l'apercevoir, le rapport garde et sauvegarde ce qui ne cesse de nier, à savoir la chose, et donc élève cela même qu'il nie ou qu'il détruit. Ainsi, ce rapport entre conscience théorique et conscience pratique marque le mouvement d'une rétention de ce qui s'écoule en tant qu'il s'écoule, ce que Hegel signifie comme l'Aufhebung, la relève incessante d'un dessaisissement. Je cite Hegel, « l'infini mouvement par lequel se retrouve ce qui se nie ». Cet infini mouvement par lequel se retrouve ce qui se nie, en citant encore Hegel, maintenant dans l'introduction à la phénoménologie de l'esprit, non pas parce que ce qui se retrouve échappe à la négation, mais au contraire, parce que ce qui se retrouve demeure précisément dans la négation. Ce qui se retrouve demeure précisément au cœur de la négation. Inquiétude du négatif, travail du négatif, pour reprendre ici Hegel dans la grande dialectique du maître et de l'esclave, pour être ce qu'il est, il passe déjà en son contraire, sauvegarder son mouvement de perte, apparaître comme ce qu'il est dans sa disparition même. Voilà la définition que Hegel donne de l'Aufhebung. Sauvegarder son mouvement de perte, apparaître comme ce qu'il est dans sa disparition même. L'Aufhebung, donc, et qui œuvre ici dans et comme le présent du désir, en ne cessant de s'engendrer en se niant. Définition de l'essence. Wesen, mouvement, devenir, s'engendrer en se niant. Car, et Hegel le précise toujours, vous le savez, excusez-moi pour un peu la banalité de ce propos, mais l'Aufhebung n'est jamais quelque chose de déterminé pour Hegel,
ni une structure formelle dont la généralité s'appliquerait à tout moment. L'Aufhebung, c'est le devenir de sa propre présentation, la présence même de ce dont elle est la loi. Je répète, l'Aufhebung est le devenir de sa propre présentation, la présence même de ce dont elle est la loi. C'est précisément la définition que Hegel donne de l'histoire, dans La raison dans l'histoire. Introduction à la philosophie de l'histoire. L'histoire, c'est la présence même de ce dont elle est la loi, le devenir de sa propre présentation. Et qu'elle soit par là même soumise à la même loi que ce dont elle est la loi, témoigne qu'elle est l'essence active et l'épreuve infinie de ce que Hegel nomme le savoir absolu, ou l'esprit. En effet, l'Aufhebung ne peut avoir de contenu extérieur à soi, car elle a déjà intériorisé tout contenu en l'infinitisant. C'est-à-dire exposer l'absoluité dans et par laquelle s'effectue le sens d'un retour en soi-même, qui est toujours réciproquement le sens d'un détour vers l'autre de soi-même, la dynamique interne de l'Aufhebung. L'Aufhebung, c'est donc à la fois un, je me permets ce mot, retour détourné, et un détour retourné, ce qui signifie qu'elle est une absoluité se libérant de tout donné, se libérant de tout donné pour s'affirmer comme ce qui, dans le donné, se donne. Dans le donné, se donne. Et là, évidemment, vous aurez reconnu l'analyse que Heidegger donne de la préface de la phénoménologie de l'esprit dans son séminaire de 34-35, me semble-t-il, sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Que signifie cette absoluité, pardon, mon ordinateur. Que signifie cette absoluité se libérant de tout donné pour s'affirmer comme ce qui dans le donné se donne, ce qui signifie pour Hegel la liberté. La liberté, autre appellation de l'esprit en tant qu'il se donne à soi-même son propre élément en niant activement tout ce qui le limite. Ainsi, tout se rassemble en ce lieu où, en se tenant auprès de soi-même, lié et allié à soi-même, rassemblé avec soi-même, l'esprit n'est rien d'autre qu'un se donner infini. Qu'un se donner infini. Or, il ne s'agit absolument pas, ici Hegel, comme il le souligne dans la préface de la phénoménologie de l'esprit, d'une simple et prédéterminante affirmation tautologique. Cette proposition est, pour Hegel, spéculative. Elle énonce, et là je cite la définition que Hegel donne de l'absolu dans Foi et savoir, cet autre texte de Iéna, elle énonce l'identité de la non-identité. L'identité de l'identité de la non-identité. C'est-à-dire qu'elle énonce ceci, l'être auprès de soi-même de l'esprit ne se devient qu'en passant dans et par sa négation. Ce pouvoir négatif, ce travail du négatif, cette inquiétude du négatif est son propre. C'est en lui et par lui que l'esprit se révèle comme ce qu'il est, c'est-à-dire reconnaît qu'il est en vérité, selon Hegel, l'essence du passage de sa négation à sa réappropriation par la négation de sa négation, la raison du fini qui ne se pose comme telle qu'en passant dans l'infini. En ce sens, l'Aufhebung marque tout à la fois le passage de l'en-soi au pour-soi et réciproquement du pour-soi à l'en-soi. Elle marque l'être comme sens et réciproquement le sens comme être. Et lorsque Hegel écrit que dans l'Aufhebung, l'esprit
se saisit comme vérité de ce qui est, il affirme par là même ce qu'il en est de l'être lui-même. Je vous renvoie ici, évidemment, à l'introduction au premier livre de la logique sur l'être. Se nier comme être pour devenir sens et advenir au sens. Mais en devenant sens et en advenant au sens, l'être ne saurait se supprimer entièrement et explicitement. Il garde. Il nie être l'être de la simple subsistance, figée ou de la détermination fixée, et par cette négation se donne, et c'est là le grand mot de Hegel, comme la réconciliation du sens et de l'être, sens comme être et être comme sens. Je viens de citer Hegel dans le dernier chapitre de la phénoménologie de l'esprit, le savoir absolu. Que signifie tout cela ? Cela signifie qu'au cœur de la négation et de la négation de la négation se situe ce que Hegel nomme la médiation. La médiation, Hegel l'a définie dans la section raison de la phénoménologie de l'esprit. La médiation signifie ouvrir l'absoluité du sens en pensant que la finitude se trouve elle-même infinie dans l'exposition de sa finitude. Un exemple parmi tant d'autres, je viens de citer la section raison, un exemple parmi tant d'autres est donné par la question de la révélation. Car c'est précisément à même le mouvement de la médiation, selon Hegel, que nous touchons à l'essence de la révélation. Hegel l'écrit dans la section religion manifeste, qui est la troisième sous-section de la section religion. Il ne s'agit pas de fixer ou figer la révélation dans la sphère pure d'une événementialité positive, hétéronomique et extérieure, mais d'affirmer ceci. Il faut pénétrer la révélation elle-même et donc la penser toujours autrement que simplement donner. Ne pas laisser la révélation à elle-même, ne pas laisser la nuit à elle-même, c'est toujours la même loi. Ne pénétrer par conséquent dans rien d'autre qu'en son soi-même, dit Hegel. C'est-à-dire dans un soi-même déjà passé et relevé dans l'infinité d'un savoir qui, en tant qu'infini, n'aurait plus d'extériorité. En somme, il s'agirait d'exposer la pensée à ceci. Le soi-même est toujours déjà, et c'est pour ça que Hegel en parle dans la religion manifeste, est toujours déjà kénotique. Il ne se possède ni ne se retient, il est de soi-même toujours déjà autre que soi-même. Ainsi, le soi-même ne saurait se réduire ou être soumis à un simple 2D pour Hegel. Et ce parce qu'il est bien plutôt cette présence qui se sait elle-même infinie et reconnaît toujours son soi-même dans le ne pas, dans la négation de sa médiation, et donc dans l'autre de soi-même, médiation qui finit toujours par se réapproprier et se résoudre déjà elle-même en elle-même. Le savoir absolu, pense toujours la révélation de ce qui se réfléchit dans son propre élément. Autrement dit, le savoir ne se rapporte pas à la révélation comme si celle-ci émanait d'un sujet fini, soumis à une extériorité positive, condamné donc à devoir rechercher une idée capable de l'inscrire dans les limites de sa finitude rationnelle. Bien plutôt, il s'y rapporte comme une révélabilité infinie, où révélant et révélé se réfléchissent ensemble dans ce que Hegel marque dans la religion manifeste, d'une présence absolue au cœur de laquelle le savoir se pense et œuvre déjà. La thèse est claire pour Hegel, il n'y a pas de Dieu obscur. Tenu au secret de l'homme, comme il ne saurait y avoir d'épiphanie divine, qui serait toujours au-delà et au-dessus du savoir. Il n'y a pas, pour Hegel, de Dieu qui nous regarderait et nous observerait, nous jugerait et nous châtierait, nous verrait
sans que nous puissions aussi le voir. Car, écrit Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, à la toute fin de la phénoménologie de l'esprit, la nature divine est la même chose que ce qu'est la nature humaine. Alors, les passages qui marquent cette mêmeté spéculative, travaillés par le travail, travaillés par la médiation, travaillés par la négation et la négation de la négation, abondent dans la phénoménologie de l'esprit. C'est dire que l'esprit n'est rien d'autre que ce qui se manifeste. Hegel le disait déjà dans la préface de la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire bien avant d'arriver au savoir absolu, à la religion manifeste, l'esprit qui ne se manifeste pas n'est pas. Ou encore, citation très connue, la force de l'esprit n'est pas plus grande que sa manifestation extérieure. Sa profondeur ne va pas au-delà du point où il accepte le risque de se répandre et de se perdre dans son déploiement. Ainsi, tout se ramène à cette reconnaissance de l'esprit en et pour soi-même, à condition de saisir dans cette reconnaissance de soi le double procès d'une relève médiatrice au cœur de laquelle ce qui se supprime et se nie soi-même sort de soi-même, s'enfonce dans l'autre de soi-même, se succède par là même à soi-même, advient à soi-même et retourne en soi-même. Évidemment, et je couperai un peu court sur ce versant ici dans la religion manifeste, évidemment, tout cela, tout ce travail du négatif constitue l'interprétation que Hegel donne de la mort de Dieu. Dans la religion manifeste, avant d'être le mot de Nietzsche, c'est le mot de Hegel. Hegel dit « Dieu est mort ». Donc tout ce travail du négatif informe cette phrase « Dieu est mort » que Hegel écrit dans la religion manifeste. Mais ce qui est intéressant et ce qui différencie radicalement la pensée de Hegel de celle de Nietzsche autour de ce mot « Dieu est mort », c'est bien que pour Hegel, la mort de Dieu témoigne et marque en quoi et pourquoi cette négativité, toujours en Dieu, pense déjà l'avenir de Dieu. L'avenir de Dieu, c'est-à-dire l'avenir de la mort de Dieu, pour Hegel, porte un nom. Le nom de cet avenir, et je cite Hegel maintenant, encore dans la phénoménologie de l'esprit, l'avenir de cette mort de Dieu, où il faut comprendre déjà la mort de l'abstraction de Dieu, ou, pour aller vite, de la transcendance de Dieu. Le nom de cet avenir est, je cite Hegel, l'homme né dans la nuit obscure du monde à la lueur d'une étoile. C'est donc la manifestation de Dieu, c'est évidemment la figure du Christ. Et en effet, dès lors qu'en cette mort se trouve déjà le sacrifice du Christ, ce, je cite Hegel, Mittelpunkt, ce point milieu, autour duquel tout tourne pour Hegel, et grâce auquel s'engage déjà l'appropriation par l'esprit de l'esprit, la mort de Dieu n'est qu'un premier moment de la négation. Une première négation qui devra se redoubler et se retourner en une mort mortis, c'est-à-dire une mort de la mort, c'est-à-dire pour Hegel une négation de la négation, ou ce que Hegel dit déjà dans la préface, la conversion de la mort. Conversion de la mort. Et telle est bien la modalité même, pour Hegel, qui fait œuvrer
le sacrifice en Dieu. Comme si le sacrifice divin ne devait accomplir que ce qu'avait toujours voulu dire le nom de Dieu. Une mort de la mort de Dieu. Un sacrifice après la mort, relevant par là même la mort en se disant, déjà, comme, je cite Hegel, grâce infinie de la vie. Alors évidemment, toute cette interprétation, eh bien, c'est la réappropriation philosophique de la kénose. Voilà ce que j'aimerais proposer. Que cette interprétation philosophique de la kénose, ce procès qui assure l'opération réciproque des deux instances de la kénose, la divine et l'humaine, celle de Dieu et celle de l'homme, est un procès doublement sacrificiel. Un premier sacrifice est simultanément un redoublement ou un retournement du sacrifice, nommant ainsi, dans leur conciliation ou réconciliation, un sacrifice accompli. L'accomplissement du sacrifice. C'est-à-dire une, je cite Hegel, vie infinie où l'homme et Dieu se reconnaissent mutuellement. Un lieu absolu. Je ferme la citation. Absoluter Ort. Un lieu absolu. Lieu absolu, absoluter Ort. Hegel n'utilisera, à ma connaissance, qu'une seule fois ce mot. Il n'y reviendra pas dans la logique, par exemple. Absoluter Ort, où, je cite Hegel, l'homme se sait déjà en Dieu et Dieu toujours en l'homme. Double mouvement sacrificiel, double kénose, divine et humaine, se donnent ici mutuellement forme et s'informent réciproquement. Alors, que s'engage-t-il ici ? Peut-être ceci. Et voilà le fil que je souhaiterais marquer, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec Hegel. S'engage peut-être ici l'insacrifiable du sacrifice. C'est-à-dire que s'il y a un insacrifiable dans cette opération double du sacrifice, un insacrifiable, eh bien c'est le sacrifice lui-même. C'est ça l'idée, c'est ça ce que... Un insacrifiable sacrifice où interminablement se révèle le ne pas, la négation de la médiation en l'accomplissant déjà. Voilà la troisième définition du sacrifice que je souhaiterais donner. Le sacrifice au cœur de son opération se signifie comme étant lui-même, en et pour soi-même, insacrifiable. En somme, et malgré toute l'équivoque de ce mot, de ce concept, le sacrifice, ce qui se pense ici avec Hegel, et c'est pour ça que Hegel est important dans ce travail de recherche, c'est l'absoluité insacrifiable du sacrifice. Et ce, depuis une incontournable évidence pour Hegel, qui énonce ce qu'il en est de la pensée dès lors que le sens ne lui est pas simplement donné. Sans le sacrifice, le mouvement dialectique et l'histoire de l'esprit ne pourraient s'engager, s'ouvrir ou se dire. Ce qui signifie, et pour revenir à cette prothèse avec laquelle j'ai commencé, ce qui signifie qu'avant tout étant déterminable, avant toute phénoménologie de l'esprit, et ici nous savons bien que Hegel entend par le mot de phénoménologie, non pas ce que nous entendons après Husserl et Heidegger par le mot phénoménologie. Phénoménologie pour Hegel veut dire du phénomène au logos. Avant toute phénoménologie de l'esprit,
il y a la mise en jeu insacrifiable d'un sacrifice interminable. C'est ce que nous pourrions ici nommer le devenir sans fin de l'absoluité de l'esprit. En effet, le sacrifice, se sacrifiant soi-même, la négation, se niant elle-même, et se relevant par la même de soi-même, dans et par, je cite encore Hegel, l'infinité vivante de son propre mouvement, tel est ce que produit la marche du spéculatif. Et cette marche est ininterrompue pour Hegel, en ce qu'elle est tout entière l'essence même du sens, le devenir du sens. Ce qui se donne et se révèle comme sa vie propre et sa présence. Ainsi, la vérité du sacrifice, pour Hegel, la vérité du sacrifice relève le moment sacrificiel du sacrifice. La vérité du sacrifice élève le moment fini, sacrificiel du sacrifice. C'est toucher donc à ce que je souhaiterais nommer ici la quiddité insacrifiable de l'esprit, pour Hegel. C'est toucher donc au point spéculatif du spéculatif, là où le sacrifice bascule dans son contraire, qui est aussi son aboutissement et son accomplissement. Toucher donc à l'insacrifiable et à l'absoluité du sens comme insacrifiable. Ce qui ouvre donc la pensée à ceci. L'absoluité de l'esprit est cette ambiguïté destructrice et constructrice, l'œuvre donc d'une infinité insacrifiable qui à la fois assemble et désassemble, construit et détruit, advient à soi-même en se sacrifiant. Au fond, il ne s'agit ainsi que d'une destruction, premier moment, abandon, qui ne vise au fond qu'une plus subtile et plus infinie construction. Or, loin de simplement se dire comme savoir clos sur soi-même, Hegel définit la pensée en ce qu'elle est pénétration dans le savoir absolu comme savoir de sa propre limite. Savoir de sa propre limite, voire de la limite même du savoir en tant que savoir. Comme si le savoir absolu ne savait rien d'autre que sa propre limite, au-delà de laquelle il n'y aurait qu'un inconnu absolument hétérogène à tout savoir. Cet inconnu absolument hétérogène à tout savoir, vous aurez reconnu ici la définition que Hegel donne de la terreur. C'est-à-dire l'universalité indistincte et absolument dépourvue de médiation où toutes les individualités singulières sont englouties dans la pure négation d'une substance pour soi absolue. Je vous réfère évidemment à la liberté absolue et la terreur, qui regroupe la dernière triade de la section esprit de la phénoménologie de l'esprit. Mais Hegel revient aussi dans les dernières pages du savoir absolu, où ce même moment est repris. Je vous cite Hegel. La substance, à la toute fin de la phénoménologie de l'esprit, la substance pour soi seule, serait la contemplation vide de contenu, ou la contemplation d'un contenu qui n'aurait que de l'accidentalité et serait sans nécessité. La substance ne vaudrait pour l'absolu que dans la mesure où elle serait pensée ou contemplée comme l'unité absolue, et tout contenu devrait tomber hors d'elle selon sa diversité dans la réflexion qui ne lui appartient pas, parce qu'elle ne serait pas sujet
parce qu'elle ne serait pas ce qui se réfléchit sur soi et se réfléchit en soi, ou encore parce qu'elle ne serait pas conçue comme esprit. Si pourtant, voilà Hegel qui retourne l'argument, si pourtant il devait quand même être parlé d'un contenu, ce serait seulement d'une part pour le précipiter dans l'abîme d'une nuit vide, mais d'autre part, ce contenu serait promptement ramassé de l'extérieur dans la perception sensible. Le savoir semblerait être parvenu à des choses, à la différence d'avec lui-même et à la différence de choses multiples, sans qu'on conçoive comment ni d'où. Vous l'aurez entendu, l'abîme d'une nuit vide, c'est la nuit qui guette toujours le savoir absolu, qui le guette, car cette nuit risque à tout moment de ne pas se laisser relever, de ne pas se laisser sacrifier. Une négation pure. Évidemment, c'est impossible pour Hegel, mais c'est ce qui guette constamment le savoir absolu. Et donc la question du sacrifice. Un sacrifice qui ne réussirait pas à s'accomplir, ne se laisserait pas relever dans un savoir et par là de plonger le tout du sens dans cette terrible et terrifiante vacuité obscure que Hegel appelle aussi, dans La liberté et la terreur absolue, la violence pure. Et en effet, pour Hegel, il aura fallu une violence pour circonscrire la violence. Il aura fallu la violence du sacrifice pour nous préserver de cette violence pure. Il aura fallu la violence médiatrice de la relève sacrificielle comme savoir pour ne pas sombrer dans la barbarie démesurée d'une, je cite Hegel, nuit sans essence et sans éveil, la liberté et la terreur absolue. Car le savoir absolu, se connaissant soi-même, connaît aussi sa limite, la limite même de son savoir au-delà de laquelle, s'il s'y risque, il se perdra l'esprit dans l'indirection et le néant. Ainsi, au nom de sa liberté, c'est-à-dire au fond de son histoire, et pour s'élever par-delà sa liberté simplement universelle, en se relevant au-delà de sa simple conscience sensible, pauvre en monde, Hegel utilise le terme, dont nous savons qu'il aura eu une notoriété philosophique avec Heidegger, en parlant de l'animal, et certaine uniquement de l'immédiat, l'esprit aura toujours décidé de se donner à soi-même l'infinité de son propre devenir. C'est dire qu'il se sera déjà donné la force de se sacrifier, et par là même de se relever du sacrifice dans le sacrifice de son sacrifice, quiddité insacrifiable de l'esprit. Hegel l'écrira quelques lignes plus loin. Pourtant, cette aliénation est encore imparfaite. Elle exprime la relation de la certitude de soi-même à l'objet, qui précisément en ce qu'il est dans la relation, n'a pas conquis sa liberté pleine et entière. Le savoir, voilà la phrase importante, le savoir ne connaît pas seulement soi-même, mais connaît aussi le négatif de soi-même, ou encore sa limite. Savoir sa limite signifie savoir se sacrifier. Phénoménologie de l'esprit, la dernière page. Savoir sa limite signifie savoir se sacrifier. Ce sacrifice est l'aliénation dans laquelle l'esprit expose son devenir esprit. Vous l'aurez compris donc. Et donc, il n'est pas étonnant que la préface de la phénoménologie de l'esprit commence en soulignant l'inutilité d'une préface. Le savoir absolu aura donc toujours su ce qu'il est au commencement et ce qu'il est en sa fin. La mouvance d'une passation infinie qui se devient en se niant, qui se réapproprie en se sacrifiant. Ainsi,
cette mouvance spéculative se donne à la fois la vie et la vie par la mort et la mort dans sa vie, pour sortir précisément de cette nuit absolue, s'évader de l'obscurité universelle où l'indistinction sans essence et l'indétermination sans loi font s'écrouler l'histoire même de l'homme et de Dieu. Et cette mouvance, on ne peut que la comprendre comme une certaine violence, et Hegel acquiesce, accepte cette violence, enjoignant un sacrifice du soi et de l'autre. Elle sacrifie le soi et l'autre pour que s'affirme, au cœur même de ce sacrifice, leur réconciliation. Plus en avant, cette mouvance en tant que discours infini, selon le mot de Hegel, discours infini, ne peut, voire ne doit jamais mettre un terme à la mouvance de sa violence sacrificielle. Elle doit la laisser œuvrer infiniment au cœur de l'histoire et comme cette histoire. Et ce, là je vous renvoie à la réelle philosophie, et ce, parce que, comme l'écrit Hegel, la paix en dépend. Parce que, sans l'infinité de cette violence sacrificielle, et c'est là la thèse, on ne peut penser l'absoluité de la réconciliation. En somme, la négation et la négation de la négation ne serait pas l'abandon de l'histoire, mais justement, l'abandon de l'histoire, ou la fin de l'histoire comme point terminal, mais justement, la fin de l'histoire comme sa prolifération, son accroissement, son avenir. Elle ne porterait donc sur le soi et sur l'autre que pour le soi et pour l'autre, pour la présence du soi et de l'autre, disons, pour ce qui peut advenir dans la présence pour le soi et pour l'autre. Non pas simplement pour nier le soi et l'autre, dans une totalité réaffirmée depuis toujours d'une mêmeté sans soi et sans autre. Et je sais que ça a été une manière d'interpréter la lecture lévinassienne de Hegel. Je pense que Lévinas connaissait très bien Hegel et qu'il n'aurait jamais pensé que la totalité hegelienne, c'est tout simplement la détermination qui nie le soi et l'autre au profit d'une mêmeté statique et fixe. Mais, c'est-à-dire que pour Lévinas, c'est beaucoup plus compliqué, ce mouvement, mais pour penser le même dans et par la réconciliation du soi et de l'autre comme histoire. Or, cette mouvance de la réconciliation du soi et de l'autre dans et comme l'histoire, cette mouvance n'est pas sans violence. Elle inclura justement la violence du Golgotha, toute dernière ligne de la phénoménologie de l'esprit, où s'élève, Hegel reprend en transformant Schiller, l'écume de son infinité comme vie de l'esprit. Vouloir sortir de ce discours essentiel de la violence serait en somme retourner à un état de pire violence. Un état où, si l'homme faisait l'économie de cette violence, il serait livré, jeté, lâché dans une violence pure et sans nom, sans visage, sans soi ou sans autre. En vérité, pour Hegel, c'est pour nous préserver de cette rechute dans une pré-violence originaire, un état de nature originaire, celle d'un pur non-sens ou du rien, une violence, pour Hegel, pire que la guerre, une violence anarchique et anhistorique que Hegel inscrit dans l'histoire et comme l'histoire, la dialectique de la violence sacrificielle. Car il ne faut pas, telle est cette loi
avec laquelle j'ai commencé. Laissez la nuit à la nuit. L'envers, en tout cas, de cette loi ne se fait pas attendre dans le paragraphe qui conclut la phénoménologie de l'esprit. Je cite Hegel, « Il ne faut comprendre que l'esprit n'est enfoncé dans la nuit qu'en ayant déjà saisi que son existence est toujours conservée dans cette nuit. » Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant, extrêmement stimulant et aussi une lecture presque déroutante, je trouve, de